Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon qui va raconter l'histoire politique de la France après la Révolution française et l'Empire au XIXe siècle. Alors, depuis le début de l'année, on a vu pas mal effectivement de changements dans l'histoire de France. On avait vu par exemple le roi Louis XVI, qui était un roi absolu, c'est-à-dire qu'en fait il a tous les pouvoirs au nom effectivement de Dieu, donc de droit divin. Et on avait vu justement qu'en fait en 1789, avec le début de la Révolution française, il va devoir partager ses pouvoirs avec la nation. C'est pour ça qu'on va devenir une monarchie constitutionnelle, jusqu'à ce qu'il soit exécuté en 1792 pour trahison. Et c'est comme ça qu'on va après, dans ce cas-là, connaître énormément de régimes politiques qui vont succéder. On avait vu la Première République entre 1792 et 1804, et puis après le Premier Empire avec Napoléon Bonaparte. Et on avait terminé donc le chapitre sur les françaises de l'Empire par donc justement la défaite de Waterloo, la défaite militaire de Napoléon Bonaparte, qui explique qu'il ne devient plus empereur, hein, et que la France cesse d'être un empire. Et on s'en était arrêté à là. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, comme on peut le voir effectivement dans ce cas, donc sur ces différentes peintures, les successeurs de Napoléon vont reprendre les mêmes codes que justement Louis XVI sur leurs portraits officiels pour justement dire qu'ils sont les chefs de l'État. C'est un peu normal en fait, c'est la royauté qui revient, c'est ce qu'on appelle donc la restauration. Et donc ce qui se passe justement, c'est que pour le coup, par exemple Louis XVIII, c'est tout simplement le frère de Louis XVI qui pour le coup prend le pouvoir après Napoléon Ier. Et ce qui se passe, c'est que quand on voit effectivement cette fresque logique, on voit qu'on passe d'une restauration à une autre monarchie parlementaire, ça sera la monarchie de Juillet, notamment effectivement donc pour le coup effectivement ce cas donc sous le temps de Louis-Philippe. Après on verra une seconde république, un second empire, troisième république. Bref, les régimes politiques se succèdent. La question serait mais pourquoi une telle instabilité politique? C'est ce qu'on va voir là maintenant. Ce qui se passe en fait, c'est lorsque donc la monarchie, effectivement, pour le coup, est restaurée en France en 1815. On va pas refaire exactement la même chose qu'auparavant au temps de Louis XVI. Comme on le voit effectivement sur cet organigramme, on voit que le roi de France, il a le pouvoir exécutif d'appliquer les lois, mais il doit partager son pouvoir avec des personnes élues, donc des députés élus par la nation, et effectivement avec des juges. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un pouvoir absolu. C'est déjà un gros changement. Et ce qui va effectivement donc faire à chaque fois bouger les gens pour faire changer les régimes politiques, c'est qui vote. Là, quand on voit cet organigramme, on voit qu'il y a la nation, pour le coup, qui élit ses représentants. Maintenant, il faut savoir que sur 30 millions d'habitants, il y en a seulement 94 000 qui peuvent voter. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont d'abord des hommes, et puis effectivement plus des hommes riches, qui sont capables de payer plus de 300 francs d'impôts par an. Il faut être très très riche à ce moment-là pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là le suffrage censitaire. Suffrage, le fait de pouvoir voter, censitaire, parce qu'on paye le cens, l'impôt. Donc c'est un impôt réservé aux citoyens riches, hommes ici, bien évidemment. Et ça, effectivement, là, pour le coup, ça ne va pas effectivement donc forcément plaire. Au bout d'un certain instant, effectivement, certains demandent à ce qu'il y ait plus de gens qui puissent voter. Et en fait, le roi, effectivement, il veut au contraire exactement l'inverse. Ça va déboucher sur la deuxième révolution française. C'est la révolution de 1830, symbolisée, immortalisée par ce tableau de Eugène Delacroix qui s'appelle La liberté guidant le peuple. La liberté étant représentée ici par la figure allégorique de la liberté, Marianne, qui est aussi donc un des symboles de la République et qui tient le drapeau français. Et ce qui se passe, donc justement, en fait, c'est que cette révolution, elle va marcher. Le roi, effectivement, Charles X va devoir abdiquer. Et pour le coup, on va célébrer cette révolution par un monument que vous avez peut-être déjà vu à Paris. C'est la colonne de la Bastille, qui se trouve à l'ancienne place de la prison de la Bastille, qui avait été prise en 1789. Sur cette colonne, effectivement, là, pour le coup, on célèbre justement les 3 jours effectivement, de Révolution, donc le 27, 28 et 29 juillet 1830. Et il y a même une gravure qui, effectivement, pour le coup, rend hommage aux personnes qui sont battues pendant cette Révolution pour apporter donc justement les libertés. Cette révolution, elle bouge sur quoi? Sur un changement, il y aura toujours, effectivement, dans ce cas, donc une monarchie. Le nouveau roi ici, ce sera Louis-Philippe, qui va, effectivement, pour le coup, lui aussi avoir le pouvoir exécutif, mais qui le partage avec, donc, euh, des députés, et effectivement, donc, l'équivalent de sénateurs aujourd'hui, qui ont le pouvoir de faire les lois, et puis des juges. Donc ça change pas grand-chose par rapport à la fois précédente. Il y a toujours, effectivement, pour le coup, les députés qui sont élus par la nation. Là encore, ça change pas forcément grand-chose. Alors,
quel est le vrai changement? Bah, effectivement, là, pour le coup, c'est que désormais, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent voter parmi la nation. Sur une population de 34 millions d'habitants, cette fois-ci, on a que 240 000 personnes qui peuvent voter. Qui sont ces personnes-là? Ce sont des hommes, tout d'abord, là encore une fois, mais effectivement, pour le coup, des personnes qui peuvent, comment dire, payer un impôt, donc c'est toujours un suffrage censitaire, mais par contre, on a réduit l'importance de l'impôt pour pouvoir voter. On est passé de 300 francs à 200 francs, une baisse de 100 francs, si vous préférez, d'impôt annuel. Et ça, effectivement, pour le coup, ça élargit le droit de vote, donc ça permet de quasiment tripler le nombre de personnes qui peuvent voter. Après, ça reste très limité, hein. 240 000 personnes sur 34 millions, ça fait 0,7% de la population. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est déjà un nouveau progrès, plus de personnes peuvent voter. Là encore, ce qui se passe, c'est que les gens vont commencer à dire, mais on voudrait être plus nombreux à pouvoir voter. Et bah, le roi, lui, il n'est pas tellement d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pas contents et ils font quoi? La troisième révolution française. C'est la révolution de juillet 1848. C'est pour ça que la France a une réputation de faire tout le temps la révolution, bah, parce que justement, elle l'a fait beaucoup, la révolution. Il n'y a pas eu seulement celle de 1789 avec la prise de la Bastille. Donc cette révolution, comme on le voit sur ce tableau, pour le coup, fait dans ce cas donc rassemble les Parisiens qui arrivent à renverser effectivement donc le roi qui abdique. Et effectivement là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que bah, dans cette révolution, on va mettre en place un nouveau régime politique. Cette fois-ci, on n'est plus dans une monarchie parce qu'il n'y a plus de roi, on a un président de la République. Donc là, on est dans une justement république parce que tous les représentants sont élus. On a un président de la République qui a le pouvoir exécutif d'appliquer les lois. On a des députés de l'Assemblée nationale qui font la loi et qui sont élus par la nation. Et là, gros changement, là encore une fois, toujours dans l'histoire du droit de vote, c'est que sur 36 millions de personnes qui vivent dans le pays à ce moment-là, vous avez 9,4 millions de personnes qui peuvent voter. Qui sont ces personnes-là? Alors, toujours des hommes, hein, ça, mais effectivement, là, pour le coup, ce sont tous les hommes. Bon, bien sûr, majeurs, hein, mais il n'y a plus de question de si tu es riche, si tu es pauvre, tu peux pas voter si tu es pauvre. Là, effectivement, pour le coup, c'est un suffrage universel, c'est offert à tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, mais masculin. Quand même pas exagérer à cette époque-là, on va pas donner le droit de vote aux femmes, on est encore très sexiste. Et donc, faites-moi là pour le coup, cette fois-ci, on va passer donc à un taux de pourcentage de la population qui peut voter de 0,7 à 26%. Alors pourquoi seulement 26%? Parce que vous avez encore 26% à peu près qui correspond bah, aux femmes adultes qui peuvent pas voter. Et l'autre moitié de la population qui reste, bah, c'est les enfants. Les enfants, ils ont moins de 21 ans, donc ils ne votent pas. Ça résout la question. Quoi qu'il en soit, c'est une grosse révolution. Et effectivement, pour le coup, le président de la République qui va être élu, ça va être Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, c'est un nom qui vous dit quelque chose, hein. Bah, c'est tout simplement, effectivement, un membre de la famille de l'empereur Napoléon Bonaparte, que nous avons étudié de la Révolution française et l'Empire. Ce qui se passe, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, après son mandat de 4 ans, normalement, il ne peut pas faire un nouveau mandat, d'après la Constitution. Mais lui, il voudrait bien. Donc, résultat, ce qui se passe, c'est qu'il essaie d'intriguer pour justement pouvoir continuer à gouverner. En même temps, vous avez les députés qui vont se dire, il y a trop de monde qui vote, ils font n'importe quoi. Donc, résultat, il faut diminuer le nombre de personnes, effectivement, qui votent. Le président, donc Louis-Napoléon Bonaparte, va trouver donc un moyen pour se faire apprécier la population en disant, non mais si vous me donnez effectivement dans ce cas pour le coup la possibilité de me représenter, bah, effectivement là pour le coup ce qui se passe c'est que je permettrai à tout le monde de garder effectivement le droit de vote tel qu'il en est actuellement, alors que là les méchants députés ils sont en train de dire qu'ils veulent diminuer le nombre de personnes qui peuvent voter. C'est effectivement là pour le coup ce qui va se passer. Les gens vont approuver effectivement pour le coup par référendum le fait que Louis-Napoléon, pardon, c'est pas Louis-Napoléon, c'est ça, Louis-Napoléon Bonaparte puisse effectivement dans ce cas donc en fait continuer pour le coup à être à la tête de l'État. Et en plus, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer un nouvel empire. Donc, ça sera le second empire. Donc, autrement dit, c'est une histoire encore effectivement à chaque fois de changement. Tout ça parce que finalement, on se pose la question de qui peut voter ou pas. Dans ce second empire, c'est l'empereur, en fait, pour le coup, qui a le pouvoir exécutif. Mais comme il nomme effectivement pas mal les personnes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, c'est de manière un peu dérivée, finalement, pour le coup, un peu tous les pouvoirs, mine de rien. Mais il y a quand même la nation qui va élire les députés qui, eux, continuent aussi à faire la loi. Donc, effectivement, là, pour le coup, ça reste quand même, fait dans ce cas, donc, en fait, un acquis de la Révolution française. Là encore, ce qui se passe, c'est que le suffrage est universel. Ça veut dire que le droit de vote est pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, mais masculin. Donc, ça veut dire que, pour le coup, les femmes, là, ici, ne sont toujours pas concernées. Ce qui se passe, c'est que, donc, son règne va effectivement durer jusqu'en 1870. Donc, ça dure très longtemps. Et on verra dans un autre chapitre pourquoi cet second empire, effectivement, disparaîtra. Si on devait résumer cette leçon qui effectivement concerne le chapitre sur les Français et le droit de vote,
Si la leçon s'appelle «Comment évolue le droit de vote en France entre 1815 et 1870», eh bien, effectivement, là, pour le coup, il va falloir se concentrer sur l'année, justement, de 1848, où il y a justement, en fait, le suffrage universel masculin qui est effectivement donc mis en place à Paris, donc au début de la Seconde République et au moment de la Révolution de 1848, lorsque justement les députés qui ont effectivement pour le coup sont arrivés au pouvoir, ont voté le suffrage universel masculin, c'est-à-dire le droit de vote pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que justement, en fait, les gens n'apprécient pas du tout que tout le monde ne puisse pas voter auparavant, parce qu'il y avait auparavant un suffrage censitaire, c'est-à-dire réservé aux riches qui pouvaient payer leurs impôts, et donc il était exclu les pauvres. Et résultat, finalement, là, pour le coup, bah, tout ça, ça a permis d'augmenter le nombre d'électeurs de manière considérable. C'est une avancée démocratique. Après, elle reste limitée parce que là, pour le coup, ça laisse de côté une autre bonne partie de la population, les femmes, qui ne peuvent toujours pas voter à cause, donc justement, de leur statut dans le Code civil de Napoléon, qui disait qu'elles dépendaient toujours de leur père ou de leur mari. Donc, à partir de cette leçon-là, je vais vous demander de faire des questions-réponses pour voir si vous avez compris la leçon. Voici effectivement là pour le coup 7 questions. À vous d'y répondre justement à l'aide du cours et de la vidéo. Faites une pause pour justement essayer de faire cet exercice-là. Dès que vous êtes prêt, effectivement après, dans ce cas-là, relancez la vidéo pour voir justement la correction que je vais afficher juste après. Allez, faites une petite pause pour faire les questions. Allez, j'imagine que là maintenant, effectivement, que vous avez fait vos questions, vous y avez répondu. Je vais afficher là pour le coup la correction. Donc autrement dit, quel est le droit de vote dans le suffrage censitaire masculin? Ce sont les hommes riches, c'est le mot riche qui compte ici, parce qu'ils payent les impôts. Quel est le droit de vote dans le suffrage universel masculin? Ça serait tous les hommes, parce que masculin, c'est universel, donc c'est tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres. Ensuite, pour le coup, quel est le type de suffrage donc entre 1815 et 1848? Donc suffrage, je rappelle, c'est-à-dire le droit de vote, c'est le suffrage censitaire, c'est-à-dire par exemple ceux qui payent les impôts, masculin pour les hommes. Quel type de suffrage entre 1148 et 1178, pardon, 1170, ça sera le suffrage universel masculin, donc pour tous les hommes qui sont riches ou pauvres. Le suffrage universel masculin est mis en place en 1848. Pourquoi le suffrage universel a été mis en place? Parce que justement, en fait, il y a eu la révolution de 1848, qui effectivement, pour le coup, a mis en place la Seconde République. Et effectivement, pour le coup, celui-ci soutenait justement le suffrage universel pour tous les hommes. Et qu'est-ce qui n'a toujours, pardon, qui n'a toujours pas le droit au droit de vote à ce moment-là, en 1848? Les femmes, parce que, effectivement, pour le coup, elles ne sont toujours pas considérées comme des citoyennes à part entière. Merci beaucoup. Au revoir.